Rebonjour à tous. Nous allons donc reprendre. On espère que vous avez pu nouer des échanges intéressants durant la pause déjeuner. C'est aussi à ça que servent des journées comme celle-là. Alors, on va continuer sur la dynamique de ce matin avec la présentation de plusieurs keynotes qui creusent donc ce thème des avancées des filières et des retours du terrain pour aller vers de meilleures pratiques. Et l'idée, c'est de voir aussi les avancées qu'il y a eu dernièrement grâce à la conversation entre le monde de la recherche et celui de l'industrie. Et donc, les deux keynotes qui vont suivre vont explorer une thématique que nous avons intitulée « Les chiroptères, témoins d'une approche partenariale entre le monde académique et le monde de l'entreprise ». Et pour cela, je vous demande d'accueillir très chaleureusement les deux intervenants qui vont chacun à leur tour éclairer un angle du sujet pendant un peu moins d'une dizaine de minutes, on va dire. Brice Normand, sous vos applaudissements, qui est président-directeur général chez West Aménagement et président du groupe de travail énergie renouvelable et biodiversité de l'UPGE. Bonjour Brice. Et Camille Leroux, responsable R&D, on l'applaudit aussi, en biodiversité chez Odyssée. Alors, on va commencer avec vous, Brice Normand. Vous allez nous parler du projet APOCOP. Alors, APOCOP, c'est un acronyme qui veut dire amélioration de la protection des oiseaux et des chauves-souris et optimisation de la production d'énergie éolienne. Je ne me suis pas trompée. En d'autres termes, c'est un projet de recherche qui a été mis en place en 2023 dans le but d'aider à la planification et au renouvellement du parc éolien français au regard de son impact sur les oiseaux et les chauves-souris. Et donc, je vous laisse la parole pour nous en dire un peu plus sur le sujet. Brice, vous pouvez prendre la télécommande qui est juste ici pour faire défiler vos slides. Et j'ajoute que si vous avez des questions pour Brice, n'hésitez pas à les envoyer sur l'application, on les posera à la fin. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler du programme APOCOP. Et en réalité, j'avais plus envie de vous parler du développement d'un programme de recherche qui est né d'une frustration, en fait, de l'ignorance qu'on avait initialement à partir des années 2010-2011, quand on faisait ces suivis de mortalité et d'activité des parcs éoliens terrestres. On avait beaucoup de mal à conclure, à donner des conseils pertinents auprès des exploitants éoliens. Et en réalité, ça m'a agacé au bout d'un moment. La LPO a fait une synthèse en 2017 sur la mortalité, et ça nous a mis un petit peu sur la voie, mais à ce moment-là, on n'avait pas encore vraiment d'éléments suffisants pour pouvoir avoir une analyse scientifique pertinente sur la mortalité. En 2018 est apparu un protocole national qui a permis de dire on va pouvoir homogénéiser les pratiques, même si le protocole n'est pas parfait, on va pouvoir avancer sur ce sujet-là. Et là, je me suis dit, on va pouvoir, à Westam, développer un projet de recherche en interne, autofinancé, sur ce sujet, et essayer de créer des référentiels. On en avait marre, en fait, de travailler à l'échelle du parc et de ne pas avoir de réponse suffisamment pertinente. On s'est dit, il va falloir bancariser des données et voir ce qu'on peut en extraire. Donc on a développé un petit projet de recherche en interne, j'ai pris un stagiaire de M2 et je suis allé voir Julien Caillol, qui est un des représentants de la DREAL Pays de la Loire, pour lui expliquer le contexte, nos difficultés. Je lui ai dit, si vous voulez avoir des études conclusives, notamment sur la significativité des impacts des projets éoliens, il va falloir nous suivre. Et il a dit banco tout de suite, il nous a suivis tout de suite, il nous a envoyé beaucoup de rapports. La Bretagne a suivi, puis la Normandie, puis la Nouvelle-Aquitaine. Et donc on a synthétisé ces données à l'échelle régionale pour nous, en réalité, initialement. On s'est retrouvé assez rapidement avec des données similaires, forcément, à la LPO 2017, en termes de données brutes. Et on s'est dit, OK, on a une meilleure connaissance de la mortalité, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose. On a fait des fiches espèces, on a fait des présentations, on est allé voir différents acteurs de la filière. On a fait nos présentations auprès de l'OFB aussi à ce moment-là. Et tout le monde nous a dit, c'est super, vous avez fait un super travail de synthèse, vous devriez aller au-delà, vous devriez aller plus loin que ça, et faire ça au niveau national. Et donc nous, Westam, on est un petit bureau d'études, une SCOP, une société coopérative et participative, et on travaille dans l'ouest de la France. Donc j'étais pas hyper chaud pour continuer ce projet avec une plus grande ampleur. À la fin de ces travaux de synthèse, on s'est dit c'est cool, on a des données brutes qui nous permettent de faire des meilleurs conseils, notamment sur les périodes de bridage, notamment sur les espèces à préserver en priorité. Mais par contre, on n'avait toujours pas de données fiables
estimées de la mortalité. Donc, les données brutes, ce sont les cadavres qu'on trouve au sol. Les données estimées, ce sont les données brutes transformées via des formules qui existent depuis déjà un certain nombre d'années, plus de 25 ans. Manuel Uso, une chercheuse américaine, avait déjà fait des formules assez complexes dans les années 2010-2011. Et on s'est dit, là, il y a quand même un souci, parce qu'on travaille sur de la donnée brute, elle n'est pas suffisante, elle est intéressante, mais il va falloir réestimer. Et pour réestimer, le travail était colossal, puisqu'il fallait aller chercher dans les rapports, dans les données sources, pour pouvoir utiliser ces fameuses formules d'estimation de la mortalité. Donc on s'est dit, on a fait un joli travail de synthèse interrégional, mais on n'a pas les compétences en interne pour aller beaucoup plus loin que ça. Et à ce moment-là, il fallait sortir en réalité de Westham, bureau d'études de l'Ouest de la France, pour aller dans le monde de la recherche. On n'a pas de pôle R&D, on n'avait pas de chercheurs en interne, donc j'ai fini par tomber sur Christian Kerbiriou. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que le développement de la recherche en entreprise, c'est aussi une question de rencontre, d'entente et de projets communs, d'envie d'avancement sur des sujets sur lesquels on a des questions très pertinentes, très précises. Donc Christian m'a dit, OK, si tu veux, on peut continuer ton projet au niveau national et on peut faire une thèse CIFRE avec ton stagiaire de M2. Et là, j'ai fait une erreur assez grave. J'ai encouragé un étudiant de M2. Et en réalité, il ne faut pas faire ça. En réalité, pour une thèse, que ce soit une thèse classique ou une thèse CIFRE, il faut laisser les gens venir, il faut avoir des gens ultra motivés, il faut que les gens se battent, parce que la thèse, c'est un parcours du combattant, c'est un parcours complexe, il faut aller au-delà de ses compétences. Et là, c'était trop difficile. Donc au bout d'un an, la thèse s'est arrêtée. La NRT était très déçue, forcément, puisqu'on avait sorti des budgets, on avait un beau projet. Moi, j'étais un petit peu HS quand même. Et on s'est dit avec Christian, on a constitué une équipe avec le CESCO MNHN, avec le CEF-CNRS, avec Aurélien Bénard. On s'entend bien, on commence à avoir des réponses. Il faut qu'on continue à travailler ensemble. Et là, Aurélien nous a dit, on était le 2 décembre, il nous a dit, il y a le plan France Relance qui permet de conserver des chercheurs en France. Par contre, il faut déposer avant Noël. Et donc, en 15 jours, il a fallu trouver un chercheur, donc faire des entretiens un peu partout dans le monde avec des chercheurs, des postdoctorants, monter le projet, avoir un budget. Et on l'a déposé le 22 décembre, le jour de la clôture. On a été lauréat et on a embauché Andreas Ravage qui a continué à travailler sur ces données-là, qui s'est penché sur la question de ce qu'on appelle la persistance des cadavres, qui permettent de mieux estimer en réalité la mortalité réelle au niveau des parcs éoliens. Andreas est arrivé, on a fini les synthèses régionales, même interrégionales, on a présenté les résultats auprès des DREAL, de l'ADEME, encore une fois, de l'OFB, et puis on a commencé à travailler sur une publication, une première, puis une deuxième. Cette publication, elle est arrivée, Monitoring Carcass Persistence in Wind Farms. Donc c'est des recommandations pour l'utilisation des formules pertinentes pour l'estimation de la mortalité. La publication elle est d'avril 2024, mais on a commencé à travailler dessus en 2023. Et là, on avait une équipe constituée. On avait l'ensemble des données brutes de mortalité au niveau national. On avait un chercheur en interne qui était capable d'estimer la mortalité de manière correcte. Et on s'est dit, il faut qu'on aille plus loin que ça. Le plan France Relance, c'est terminé. On a embauché Andreas pendant 6 mois. On ne savait pas vraiment où on allait. Et puis, un ami d'un bureau d'études, le directeur du bureau d'études externes, Yannick Becher, m'a appelé. Il m'a dit, il y a un appel à projet de recherche de l'ADEME. Tu devrais regarder, ça te concerne, je pense. Et donc, on a répondu à l'ADEME avec un projet. C'était plus facile, en fait, parce qu'on avait déjà une équipe constituée. On avait déjà toutes les ressources en interne. On a été retenu pour le projet donc APOCOP. Et on a commencé à travailler. On ne travaillait plus du coup sur nos fonds propres. Donc déjà, pour une petite entreprise comme la nôtre, c'est assez confortable, même si on finance une partie du projet quand même. On remercie l'ADEME qui est présente aujourd'hui d'ailleurs pour ces projets-là. Et donc là, on s'est dit, on va pouvoir avancer. Mais on va pouvoir aller vraiment très très loin sur la mortalité et sur l'activité aussi. C'est-à-dire qu'on travaille sur de la donnée estimée. Ça veut dire qu'on va pouvoir prédire la mortalité en réalité. Si on arrive à collecter suffisamment de données sur les gabarits et structures des parcs, l'environnement et les espèces, on va pouvoir prédire la mortalité. Et prédire la mortalité, en réalité, c'est juste de la planification. Donc on a collecté ces données. On est à la fin de la première année d'APOCOP. Les données, on est à plus de 1000 rapports collectés. Là, il y a une analyse de plus de 800 rapports. On a 4 publications en cours. Et on a une équipe constituée qui travaille aussi désormais sur d'autres projets de parcs photovoltaïques notamment. Voilà. La petite histoire d'APOCOP.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Brice. On vous applaudit. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez via l'application. Je me tourne maintenant vers vous, Camille Leroux. Vous êtes donc responsable R&D en biodiversité chez Odyssée. Vous allez nous parler de vos expériences de partenariat sur la thématique éolien et chiroptère, avec notamment les résultats du projet Chiro-Éolume qui étudie les effets du balisage lumineux des éoliennes sur l'activité des chiroptères. Alors, quel est l'objectif des projets que vous conduisez? Pourquoi sont-ils indispensables et où en est-on aujourd'hui? Camille, la parole est à vous. Voici la télécommande. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'introduction, Élise. Alors, comment ça marche? Je vais y arriver. Donc, je vais vous parler de mon expérience un petit peu en termes de partenariat sur ces thématiques donc de recherche éolien et perte d'utilisation des habitats par les chiroptères. Et donc cette expérience sur ces partenariats, elle commence avec ma thèse qui s'est terminée il y a 1 an et demi et à laquelle certains d'entre vous ont participé, soit comme partenaire technique, soit comme partenaire financier. C'était une thèse donc CIFRE, Brice en a parlé juste avant, financée par la NRT, donc co-encadrée par le CESCO, qui est un laboratoire de recherche du Muséum d'histoire naturelle, et par le bureau d'études Odyssée. Et donc, comment ça marche concrètement niveau partenaire technique financier? On a des participations qui sont monétaires ou matérielles avec le don d'enregistreurs, par exemple, et on a des participations qui concernent le partage de données. Donc, on peut avoir tout à fait les deux. On a des partenaires qui sont à la fois techniques et financiers. Donc, quand je dis partage de données, ça peut être accès au site, partage des caractéristiques, dans ce cas-là, des éoliennes, les fichiers de vitesse de rotation des éoliennes. Et en contrepartie, nous, on s'est engagé à afficher le logo des partenaires. On a mis en place des comités techniques 1 fois par an pour informer des résultats et discuter des résultats et des avancées du projet. Et on avait aussi un système newsletter où à la fin, c'était sur forme de drive. Bon, ça dépendait, mais l'idée était d'informer les partenaires tout au long du projet de l'avancée du projet de thèse et des résultats. Et donc, ces partenariats réussis qui ont permis de donner lieu à des publications scientifiques, dont une fait l'objet d'ailleurs d'un poster, et qui ont permis de donner suite également à de nouveaux projets de R&D qu'on continue à piloter actuellement, donc notamment Chiro-Lab, projet qui est financé par la FRB et sur lequel on a un post-doctorant actuellement qui analyse les données. Donc l'objectif, c'est d'étudier l'effet des éoliennes sur l'utilisation des habitats par les chiroptères et de voir comment cet effet varie selon les saisons, le paysage et l'âge des parcs. Et Chiro-Éolume, donc financé par l'ADEME via le même appel à projet de recherche dont Brice parlait juste avant, pour lequel on a déjà des résultats. Donc je vais m'attarder un petit peu plus sur ce projet. Et pour lequel on a un postdoctorant qui est en train justement de rédiger un article pour valoriser ces résultats-là. Donc, donc le premier projet Chiro-Lab, c'est les mêmes partenaires que pour la thèse que j'ai présentée juste avant. Le projet Chiro-Éolume est un peu plus recentré puisqu'on était sur que quelques parcs éoliens en Allemagne. Et donc, on a travaillé en partenariat avec Enertrag, avec Dark Sky et No Energy, et l'OFAT et l'ADEME nous ont accompagnés également pour obtenir des contacts sur place, justement pour le partage de données relatives aux éoliennes. Donc, je vais vous présenter rapidement Alors, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de survoler. Vous n'hésiterez pas à poser des questions, mais je vais essayer de vous présenter très rapidement les résultats de Chiro-Éolume. Donc, en résumé, on a comparé des éoliennes classiques avec un éclairage, un balisage continu tout au long de la nuit, avec des éoliennes pour lesquelles on avait un système de balisage intelligent installé. Donc, c'est-à-dire que c'est des éoliennes qui étaient éclairées en moyenne que 5 à 10% de la nuit. Et on avait également un site qu'on appelle contrôle, donc un site sans éolienne. Et on a comparé les niveaux d'activité des chauves-souris entre ces 3 modalités avec un plan d'échantillonnage en triplet, c'est-à-dire qu'on a standardisé tous les autres paramètres qui pouvaient influencer l'activité des chauves-souris, donc notamment des paramètres paysagers. On a fait ça sur 2 types d'habitats, des haies et des habitats ouverts. Et donc là, ce que vous voyez, c'est les niveaux d'activité pour les écolocateurs à courte portée. Donc c'est des espèces de chauves-souris qui
qui chassent plutôt en milieu fermé. C'est voilà, les murins et les oreillards, pour ceux qui connaissent. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau d'éoliennes éclairées, on a des niveaux d'activité qui sont plus élevés comparés à des éoliennes qui sont très peu éclairées, donc ADLS, qui sont équipées du système de balisage intelligent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les niveaux d'activité pour ces éoliennes qui sont très peu éclairées sont équivalents à des sites contrôle sans éoliennes. Donc, en fait, éteindre les éoliennes pourrait permettre de retourner à une activité, enfin, des niveaux d'activité basiques, non perturbés. On voit que pour l'autre habitat, donc en milieu ouvert, à proximité des éoliennes, on a un pattern similaire, mais pas aussi significatif, donc à la limite du significatif. Là, c'est les résultats pour les pipistrelles, donc pour un autre groupe de chauves-souris. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, c'est similaire, mais avec des variations de significativité, donc avec des effets un peu moins forts pour les haies et des effets tout aussi forts, par contre, pour les habitats ouverts, donc avec des petites variations statistiques, mais des tendances qui sont les mêmes. Et ensuite, pour les LRE, donc plutôt noctules, sérotines, pour ceux qui connaissent, on a le même pattern, encore une fois, pour les habitats ouverts. Et on a une petite variation là, donc on pourra en discuter si vous voulez. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours cet effet avec plus d'activité au niveau d'éoliennes éclairées comparé à des éoliennes très peu éclairées, à la différence près que cette fois, les niveaux d'activité sur l'éolienne non éclairée se retrouvent en dessous des niveaux d'activité contrôle. On a une hypothèse qui pourrait être qu'on a des mécanismes aussi de répulsion impliqués en même temps que l'attraction par la lumière, donc par exemple l'effet de sillage, qui ferait qu'on ait ce pattern-là. Dans tous les cas, ce qu'on retrouve partout, c'est qu'on a plus d'activité sur des éoliennes éclairées que des éoliennes non éclairées, et que du coup, globalement, installer un système de balisage intelligent pourrait être bénéfique aux chiroptères. Voilà, donc une réduction de l'éclairage qui pourrait permettre de réduire des impacts à la fois sur la biodiversité et aussi de réduire des impacts notamment paysagers. Donc une mesure win-win. Donc voilà, ça l'idée, c'était de donner l'exemple d'un projet qui est gagnant pour tout le monde et voilà, qui a donné lieu à des publications, des résultats intéressants et surtout une mesure opérationnelle. Maintenant, je voulais m'attarder rapidement sur peut-être les difficultés qu'on peut avoir dans ce type de partenariat, qui sont principalement que ça prend du temps, en fait, pour tout le monde. Donc, ça prend du temps à la fois pour les chercheurs d'aller justement solliciter des sites d'études, d'aller demander des données, mais aussi pour les exploitants ou les développeurs d'aller fournir ces données, vitesse de rotation, aller rechercher les caractéristiques d'éoliennes, la vitesse de rotation pour la nuit d'échantillonnage. Donc, c'est très chronophage. On a parfois aussi des problématiques de confidentialité qui demandent la signature d'accords de confidentialité qui peut prendre un petit peu plus de temps aussi. Mais bon, globalement, on s'en sort. Il faut juste bien anticiper. Et là, c'était juste une piste, voilà, une piste d'ouverture. Est-ce qu'il serait envisageable de centraliser des sites d'études? Donc, on en a déjà discuté avec l'ADEME, avec l'OFB, avec France Renouvelable. D'avoir une base de données où on est les parcs photovoltaïques, les éoliennes avec leurs caractéristiques, qui puissent être mis à disposition des projets de recherche. Et du coup, faire gagner du temps à tout le monde, parce que notamment là, sur le photovoltaïque, je pense que certains d'entre vous ont été sollicités par plusieurs porteurs de projets. Donc ça permettrait vraiment de centraliser avec peut-être des modalités liées à la recherche, que ces données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de projets de recherche, cadrées, mais ça pourrait être peut-être une solution pour gagner un petit peu de temps. Voilà, et puis je voulais juste terminer sur cette petite publicité. Ouais, j'ai le temps, je parle trop vite. Du projet Cumul, donc un projet qu'on lance là en début 2025 sur les effets cumulés des parcs éoliens, des parcs photovoltaïques et des routes sur les chiroptères, mais aussi sur l'avifaune à travers l'acoustique, avec donc Biophonia, l'Université de Franche-Comté et le bureau d'études Odyssée, donc financé par le programme ITCOP et notamment l'ADEME. Et donc là, on va assez rapidement rechercher des partenaires techniques comme financiers. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés pour être impliqués dans ce projet. Merci. Merci beaucoup Camille, je crois que le message est passé.